Vous savez, il y a quelques années, j'étais assis dans un café à Chicago avec un jeune entrepreneur qui venait de lancer sa deuxième entreprise. Il avait environ 28 ans, plein d'énergie, plein d'ambition. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a posé une question qui m'a frappé par sa simplicité. Brian, pourquoi est-ce que certaines personnes deviennent riches et d'autres non, alors qu'elles travaillent tout aussi dur? J'ai pris une gorgée de café. J'ai réfléchi une seconde et je lui ai répondu. Parce que travailler dur n'a jamais été le vrai secret. Il a froncé les sourcils. Et c'est exactement cette réaction-là que je veux provoquer en toi aujourd'hui. Parce que si tu es ici, c'est que quelque chose en toi sait qu'il existe une façon différente de penser, une façon différente de voir l'argent, le temps, les opportunités. Et tu as raison, il existe bel et bien une différence fondamentale entre la façon dont les millionnaires pensent et la façon dont la majorité des gens pensent. Et cette différence n'est pas une question de talent, ni de chance, ni même d'intelligence au sens scolaire du terme. C'est une question de programmation mentale. Au cours de la prochaine heure, je vais te partager des principes que j'ai mis des décennies à comprendre, à observer, à enseigner. Des principes que j'ai vus transformer des gens ordinaires en personnes extraordinairement prospères. Pas parce qu'ils ont trouvé une formule magique, mais parce qu'ils ont changé quelque chose de fondamental dans leur façon de penser, de décider et d'agir. Alors, installe-toi confortablement. Prends un carnet si tu en as un, et sois prêt à remettre en question certaines des croyances que tu portes peut-être depuis des années. Commençons par le début, par quelque chose que peu de gens veulent vraiment entendre. Pendant des années, j'ai travaillé comme manœuvre. Je n'avais pas de diplôme. Je n'avais pas de famille riche. Je dormais parfois dans ma voiture parce que je n'avais pas les moyens de me payer un appartement. Et pendant cette période, je me souviens d'avoir pensé que l'argent était quelque chose que certaines personnes avaient et d'autres non, comme si c'était une sorte de destin, comme si certains étaient nés avec et d'autres sans. C'était ma première grande erreur. L'argent n'est pas une question de destin. L'argent est une conséquence. C'est le résultat visible d'une série de décisions invisibles. Et ces décisions invisibles commencent toutes au même endroit, dans ta tête. Voici ce que j'ai découvert après avoir étudié des centaines de millionnaires, après avoir coaché des milliers d'entrepreneurs, après avoir lu des milliers de livres sur la psychologie de la réussite. Les gens qui accumulent de la richesse ne sont pas différents de toi par nature. Ils sont différents par habitude mentale. Et les habitudes mentales s'apprennent. Elles se cultivent, elles se renforcent avec le temps. Alors parlons de la première habitude mentale, celle qui, selon moi, est la plus importante de toutes. Les millionnaires pensent en termes de résultats, pas en termes d'activité. Quand tu parles à quelqu'un qui lutte financièrement, il te parle presque toujours de ce qu'il fait. Je travaille 12 heures par jour. Je suis toujours occupé. Je n'ai jamais le temps de rien. Et c'est vrai, ces personnes sont souvent extrêmement occupées. Mais être occupé et être productif sont deux choses radicalement différentes. J'ai un ami qui a passé 20 ans dans la même entreprise. Il arrivait tôt, repartait tard, ne prenait presque jamais de vacances. Et pourtant, à 50 ans, il se retrouvait avec peu d'économies, une retraite incertaine et le sentiment amer d'avoir donné sa vie à quelque chose qui ne lui avait pas rendu l'appareil. Pourquoi? Parce qu'il pensait en termes d'effort, pas en termes de valeur produite. Les millionnaires, eux, se posent constamment une question différente. Pas combien d'heures est-ce que je travaille, mais quelle valeur est-ce que je crée. Pas est-ce que je suis occupé, mais est-ce que cette activité me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs financiers. C'est une distinction qui semble simple, mais elle change tout. Pense à deux médecins. Le premier consulte 20 patients par jour dans un cabinet traditionnel. Le second a créé une plateforme en ligne qui aide des milliers de patients à comprendre leurs résultats d'analyse. Les deux travaillent dur. Mais l'un a créé un système qui génère de la valeur au-delà de ses heures de travail. L'autre échange du temps contre de l'argent. Et c'est là que réside l'une des vérités les plus importantes sur la richesse. Tant que tu échanges uniquement du temps contre de l'argent, tu as un plafond. Un plafond physique, biologique. Tu ne peux pas travailler plus de 24 heures par jour. Mais la valeur que tu peux créer, elle, n'a pas de plafond. Les millionnaires le savent. C'est pourquoi ils cherchent constamment à créer des systèmes, des actifs, des structures qui continuent à fonctionner même quand ils dorment. Mais avant d'aller plus loin sur les mécanismes financiers, je veux rester encore un peu dans le domaine de la mentalité, parce que c'est là que tout commence. Il y a une croyance que j'entends constamment dans mes séminaires. Une croyance qui, plus que tout autre,
empêche les gens de progresser financièrement. Et cette croyance, c'est celle-ci. L'argent, ça ne fait pas le bonheur. Maintenant, je ne veux pas tomber dans le piège de l'argument inverse et dire que l'argent fait le bonheur. Ce n'est pas ce que je dis. Mais cette phrase, l'argent ne fait pas le bonheur, est souvent utilisée comme une justification inconsciente pour ne pas chercher à s'enrichir. C'est une façon de se donner une bonne raison de ne pas changer. Et c'est dangereux, parce que l'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais le manque d'argent crée des problèmes très réels. Il crée du stress dans les couples. Il limite les choix que tu peux faire pour tes enfants. Il te force à rester dans des situations que tu aurais quittées si tu avais eu les moyens de le faire. L'argent, c'est de la liberté. Pas la liberté au sens abstrait. La liberté concrète de dire non à ce qui ne te convient pas. La liberté de choisir où tu vis, comment tu travailles, avec qui tu passes ton temps. Et cette liberté mérite qu'on s'en préoccupe sérieusement. Voici ce que j'ai observé chez des milliers de personnes qui ont réussi à transformer leur situation financière. Elles ont d'abord dû changer leur relation émotionnelle avec l'argent. Elles ont dû arrêter de voir l'argent comme quelque chose de sale, de superficiel ou de réservé aux autres, et commencer à le voir comme un outil puissant au service de leurs valeurs les plus profondes. Un entrepreneur que j'ai coaché il y a plusieurs années m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit « Brian, le jour où j'ai arrêté d'avoir honte de vouloir être riche, tout a changé. » Et il avait raison. Parce que quand tu as honte de quelque chose, tu le sabotes inconsciemment. Tu prends des décisions qui t'en éloignent sans même t'en rendre compte. Alors, voici ma première invitation pour toi aujourd'hui. Examine ta relation avec l'argent. Pas ce que tu penses intellectuellement, mais ce que tu ressens profondément. Est-ce que tu te sens méritant de la prospérité? Est-ce que tu crois, au fond de toi, que tu as le droit d'être riche? Ou est-ce qu'il y a une petite voix, quelque part, qui te dit que ce n'est pas pour toi, que ce serait trop, que les gens riches sont égoïstes ou superficiels? Ces croyances-là, elles viennent de quelque part. Souvent de l'enfance. Souvent de ce qu'on t'a dit ou montré sur l'argent quand tu étais jeune. Et elles peuvent être changées. Mais seulement si tu les identifies d'abord. Passons maintenant à quelque chose de très concret. Quelque chose que j'appelle la loi de la causalité appliquée à la richesse. Cette loi dit simplement ceci. Pour chaque effet dans ta vie financière, il y a une cause spécifique. Si tu n'as pas l'argent que tu veux, c'est parce que tu n'as pas encore fait les choses qui produisent cet argent. Ce n'est pas une critique, c'est une observation libératrice. Parce que si tes résultats financiers sont le produit de tes actions, alors en changeant tes actions, tu changes tes résultats. Ça semble évident, dit comme ça. Mais réfléchis à combien de personnes se plaignent de leurs résultats financiers sans jamais examiner les causes profondes de ces résultats. J'ai travaillé avec une femme, une enseignante remarquable, qui se plaignait constamment de ne pas avoir assez d'argent. Elle avait un salaire correct, pas exceptionnel, mais correct. Et chaque mois, elle arrivait à zéro, parfois en dessous de zéro. Quand nous avons commencé à examiner ses habitudes financières en détail, nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Elle dépensait presque autant qu'elle gagnait, chaque mois, sans exception. Pas parce qu'elle était irresponsable, mais parce qu'elle n'avait jamais appris à faire autrement. Personne ne lui avait jamais montré comment gérer l'argent. Personne ne lui avait jamais expliqué la différence entre les dépenses qui créent de la valeur et celles qui en détruisent. En 6 mois de travail ensemble, elle avait mis en place un système simple d'épargne automatique. Elle avait identifié et éliminé plusieurs dépenses inutiles, et elle avait commencé à investir une petite somme chaque mois dans un fonds indiciel. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était le début d'une trajectoire complètement différente. Ce qui avait changé, pas son salaire, pas ses circonstances, sa façon de penser à l'argent, et par conséquent, ses actions. Voici maintenant un principe que j'appelle le principe de la marginalité. Et c'est l'un de ceux qui me tiennent le plus à cœur. La différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire n'est souvent que marginale. Ce n'est pas une différence de 100%. C'est parfois une différence de 10%, de 5%, parfois même de 1% dans certains domaines clés. Prenons un exemple sportif. Un athlète qui gagne les Jeux Olympiques ne court pas 2 fois plus vite que celui qui finit deuxième. Il court peut-être un dixième de seconde plus vite, mais la différence en termes de reconnaissance, de contrat, de revenus est colossale. C'est pareil dans les affaires, dans ta carrière, dans tes investissements. Si tu économises 10% de tes revenus chaque mois, au lieu de zéro, sur 20 ans,
La différence est astronomique. Si tu lis 30 minutes par jour dans ton domaine au lieu de ne pas lire du tout, dans 1 an, tu auras absorbé une quantité de connaissances qui te mettra dans une catégorie à part. Les petites décisions quotidiennes, répétées dans le temps, produisent des résultats massifs. C'est le principe des intérêts composés appliqué non pas seulement à l'argent, mais à chaque aspect de ta vie. Et c'est là que j'arrive à un sujet que je considère comme absolument fondamental. Les habitudes. Les habitudes sont les architectes invisibles de ton destin financier. Ce que tu fais chaque jour, presque sans y penser, détermine où tu seras dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. J'ai étudié les habitudes des millionnaires pendant des décennies, et j'ai identifié un certain nombre de patterns qui reviennent systématiquement. Des habitudes qui semblent anodines, mais qui, combinées, créent des résultats extraordinaires. La première habitude, c'est ce que j'appelle l'habitude de l'auto-investissement. Les millionnaires dépensent régulièrement de l'argent sur leur propre développement. Livres, formations, séminaires, mentors, coachs, ils considèrent cet investissement comme le plus rentable qui soit. Et ils ont raison, parce que ta capacité à générer des revenus est directement liée à la valeur que tu apportes au marché. Et cette valeur est directement liée à tes connaissances, tes compétences et ta façon de penser. J'ai rencontré des gens qui hésitent à dépenser 50 € pour un livre, mais qui ne réfléchissent pas 2 secondes avant de dépenser le même montant pour un dîner ou une soirée. Et je ne dis pas que les dîners et les soirées n'ont pas de valeur, mais il y a une question d'équilibre. Et surtout, il y a une question de priorité. Quand tu investis dans ton développement, tu construis quelque chose que personne ne peut te prendre. Tes connaissances, tes compétences, ta façon de penser. C'est ton capital le plus précieux. La deuxième habitude, c'est l'habitude de la clarté des objectifs. Les millionnaires ne vivent pas dans le flou. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils ont des objectifs précis, écrits, avec des délais. Et ils les révisent régulièrement. Il y a une étude célèbre qui a été réalisée auprès de diplômés d'une grande université américaine. On leur a demandé s'ils avaient des objectifs écrits. Seulement 3% d'entre eux en avaient. 20 ans plus tard, ces 3% gagnaient en moyenne 10 fois plus que les 97% restants combinés. Maintenant, je ne prétends pas que cette étude est une vérité absolue. Mais ce qu'elle illustre, c'est quelque chose que j'ai observé des milliers de fois dans ma carrière. Les gens qui ont des objectifs clairs et écrits obtiennent des résultats radicalement différents de ceux qui n'en ont pas. Et la raison est simple. Quand tu as un objectif clair, ton cerveau commence à travailler pour toi d'une façon différente. Il commence à remarquer les opportunités qui correspondent à cet objectif. Il commence à filtrer les informations pertinentes. Il oriente tes décisions, souvent de façon inconsciente, dans la direction de ce que tu veux vraiment. C'est ce que les neuroscientifiques appellent le système d'activation réticulaire. Ton cerveau est constamment bombardé d'informations. Il ne peut pas tout traiter. Alors, il filtre. Et il filtre en fonction de ce que tu lui dis être important. Si tu lui dis que ton objectif est d'avoir 1 million d'euros dans 5 ans, il va commencer à remarquer des choses que tu ne remarquais pas avant. Des conversations, des opportunités, des connexions. Mais si tu n'as pas d'objectif clair, ton cerveau n'a rien à filtrer. Tout se vaut. Et tu dérives. La troisième habitude, c'est ce que j'appelle l'habitude de l'épargne systématique. J'ai une règle simple que j'enseigne depuis des décennies. Paie-toi en premier. Avant de payer tes factures, avant de faire tes courses, avant de faire quoi que ce soit d'autre avec ton argent, mets de côté un pourcentage fixe pour toi-même, pour ton futur, pour ta liberté. Quel pourcentage? Au minimum 10%. Si tu peux faire plus, fais plus. Mais 10% est le minimum. Et si tu penses que tu ne peux pas te permettre d'économiser 10% de tes revenus, voici ce que je te dis, tu ne peux pas te permettre de ne pas le faire. Parce que voici ce qui se passe quand tu ne te paies pas en premier. Tu dépenses ce que tu gagnes. Toujours, peu importe le montant. C'est une loi quasi universelle. Tes dépenses s'adaptent à tes revenus. Si tu gagnes 2 000 € par mois, tu dépenses 2 000 €. Si tu gagnes 5 000, tu dépenses 5 000. Et à la fin du mois, il ne reste rien. Mais quand tu te payes en premier, quelque chose d'intéressant se produit. Tu t'adaptes. Tu trouves des façons de vivre avec le reste. Et progressivement, tu construis un capital qui commence à travailler pour toi. C'est le début de l'indépendance financière. Pas le salaire que tu gagnes, l'argent que tu gardes. Permettons-nous maintenant de parler d'un sujet qui est souvent mal compris, parfois même tabou dans certains milieux, l'investissement.
Beaucoup de gens ont peur d'investir. Ils pensent que c'est réservé aux riches, aux experts, aux gens qui comprennent les marchés financiers. Et cette peur les maintient dans une position où leur argent ne travaille pas pour eux. Voici une vérité que j'ai apprise de Warren Buffett, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises. La règle numéro 1 de l'investissement, c'est de ne pas perdre d'argent. Et la règle numéro 2, c'est de ne jamais oublier la règle numéro 1. Ce n'est pas une blague, c'est une sagesse profonde. Parce que ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est l'asymétrie des pertes et des gains. Si tu perds 50% de ton capital, tu as besoin de gagner 100% pour revenir à ton point de départ. Pas 50%, 100%. Donc avant de chercher à maximiser les gains, il faut d'abord minimiser les risques. Et cela commence par l'éducation financière. L'éducation financière, c'est peut-être l'investissement le plus important que tu puisses faire. Comprendre comment fonctionne l'argent, comment fonctionnent les marchés, comment fonctionnent les impôts, comment fonctionnent les actifs et les passifs. Robert Kiyosaki, dont j'ai beaucoup apprécié les travaux, fait une distinction fondamentale entre les actifs et les passifs. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est quelque chose qui en sort. Et l'une des grandes erreurs que font les gens quand ils commencent à gagner plus d'argent, c'est d'acheter plus de passifs en pensant acheter des actifs. La voiture de luxe, la grande maison, les gadgets, ces choses peuvent avoir de la valeur dans ta vie, je ne dis pas le contraire. Mais elles ne génèrent pas de revenus. Elles en consomment. Et si tu consacres la majorité de tes revenus supplémentaires à acheter des passifs, tu restes sur le même tapis roulant, juste à une vitesse plus élevée. Les millionnaires, eux, font quelque chose de différent. Quand leurs revenus augmentent, ils augmentent d'abord leurs actifs. Ils investissent dans des choses qui génèrent des revenus. Et avec ces revenus supplémentaires, ils peuvent se permettre de meilleures choses sans compromettre leur trajectoire financière. C'est ce qu'on appelle construire des flux de revenus passifs. Et c'est l'un des concepts les plus puissants de la liberté financière. Un flux de revenus passifs, c'est de l'argent qui rentre, sans que tu aies besoin d'échanger activement du temps pour l'obtenir. Des dividendes d'actions, des loyers immobiliers, des royalties sur un livre ou un produit, des revenus d'une entreprise qui fonctionne sans toi. Je ne veux pas te donner l'impression que c'est facile ou que ça se fait du jour au lendemain. Ce n'est pas le cas. Construire des flux de revenus passifs demande du travail, du temps et souvent du capital initial. Mais c'est une direction. C'est un objectif vers lequel orienter tes efforts. Et voici quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin de tout avoir compris avant de commencer. Tu as besoin de commencer pour tout comprendre. J'ai rencontré des dizaines de personnes qui passent des années à s'y préparer, à investir, qui lisent livre après livre, qui regardent vidéo après vidéo, mais qui n'investissent jamais parce qu'ils ont toujours l'impression de ne pas en savoir assez. C'est une forme de procrastination déguisée en prudence. La vraie prudence, c'est de commencer petit, d'apprendre en faisant et d'ajuster au fur et à mesure. Pas d'attendre la perfection. Parlons maintenant d'un autre aspect fondamental de la mentalité millionnaire, la relation avec l'échec. Dans mes années de voyage à travers le monde, j'ai eu la chance de rencontrer des centaines d'entrepreneurs extraordinairement prospères. Et l'une des choses qui m'a le plus frappé, c'est leur relation avec l'échec. Elle est radicalement différente de celle de la plupart des gens. Pour la majorité des gens, l'échec est une fin. C'est quelque chose à éviter à tout prix. C'est une preuve qu'ils ne sont pas capables, qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Et cette peur de l'échec les paralyse. Elle les empêche de prendre les risques nécessaires pour progresser. Pour les millionnaires, l'échec est un feedback. C'est une information. C'est le marché qui leur dit « Cette approche ne fonctionne pas. Essaye autre chose. » Et ils utilisent cette information pour s'ajuster et réessayer. Thomas Edison a dit quelque chose de magnifique sur ses 10 000 tentatives avant de réussir à créer l'ampoule électrique. Il a dit « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est une façon de penser profondément différente. Maintenant, je veux être honnête avec toi. Ce changement de perspective sur l'échec n'est pas naturel. Nous sommes biologiquement programmés pour éviter la douleur. Et l'échec est douloureux. Socialement, nous sommes conditionnés à avoir honte de l'échec. Dans nos familles, dans nos écoles, dans notre culture, l'échec est souvent traité comme quelque chose de négatif. Mais les personnes qui réussissent financièrement ont appris à déconditionner cette réponse. Elles ont appris à voir chaque échec comme une étape nécessaire sur le chemin du succès.
Et cette perspective leur permet de continuer à avancer là où d'autres s'arrêtent. J'ai moi-même connu des échecs significatifs dans ma vie. Des entreprises qui n'ont pas marché, des investissements qui ont mal tourné, des projets qui se sont effondrés. Et à chaque fois, j'avais le choix. Me laisser définir par cet échec ou en tirer des leçons et continuer. Et chaque fois que j'ai choisi la deuxième option, j'ai progressé. Parfois, lentement, mais toujours vers l'avant. Voici quelque chose que j'ai observé avec une clarté absolue après des décennies de travail avec des milliers de personnes. Les gens qui réussissent le mieux ne sont pas ceux qui n'échouent jamais. Ce sont ceux qui échouent le plus vite, apprennent le plus vite et se relèvent le plus vite. Ils ont une résilience que les autres n'ont pas. Et cette résilience n'est pas innée. Elle se développe. Elle se renforce à chaque fois qu'on choisit de se relever plutôt que de rester à terre. Maintenant, j'aimerais te parler d'un concept qui a changé ma façon de voir les choses il y a de nombreuses années. Un concept que j'appelle la loi des rendements croissants. Contrairement à ce que la théorie économique classique enseigne sur les rendements décroissants dans le domaine du développement personnel et de la création de richesses, les rendements sont souvent croissants. Plus tu deviens compétent dans un domaine, plus chaque heure que tu y consacres devient productive. Plus tu accumules de capital, plus chaque euro supplémentaire peut générer davantage de revenus. C'est l'effet de l'expertise. C'est l'effet des intérêts composés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est si important de commencer tôt et de rester cohérent. Prenons l'exemple de deux personnes. La première commence à investir à 25 ans avec 200 € par mois. La seconde attend jusqu'à 35 ans pour commencer, mais investit 400 € par mois, soit le double. Qui se retrouve avec plus d'argent à 65 ans? La première, presque toujours, parce que les 10 années supplémentaires de croissance composées font une différence colossale. C'est le pouvoir du temps dans la création de richesses. Et c'est pourquoi chaque jour où tu retardes ta décision de commencer à épargner et à investir a un coût réel, même si ce coût est invisible à court terme. Mais voici quelque chose d'important que je veux souligner. Même si tu n'as pas commencé à 25 ans, même si tu as 50 ans aujourd'hui et que tu n'as rien épargné, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Pas demain. Maintenant. Parce que dans 10 ans, tu auras 10 ans de plus de toute façon. La question est de savoir si tu auras aussi 10 ans d'investissement derrière toi ou non. Passons maintenant à un sujet que j'aborde souvent dans mes séminaires et qui provoque toujours des réactions fortes, l'entourage. Il y a une observation que j'ai faite il y a longtemps et qui s'est confirmée des centaines de fois depuis. Tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Ce n'est pas une formule mathématique exacte. C'est une métaphore pour illustrer quelque chose de profond. Ton entourage influence ta façon de penser, tes ambitions, tes habitudes et même tes croyances sur ce qui est possible pour toi. Si tu passes la majorité de ton temps avec des gens qui se plaignent, qui ont une vision négative de l'argent, qui ne croient pas en la possibilité de changer leur situation, ces attitudes vont progressivement influencer les tiennes. Pas parce que ces personnes sont mauvaises, mais parce que nous sommes des êtres sociaux, profondément influencés par notre environnement. En revanche, si tu passes du temps avec des gens qui pensent grand, qui sont ambitieux, qui ont réussi à créer de la richesse, qui parlent d'opportunités plutôt que de problèmes, tu vas progressivement absorber leur façon de penser. Tu vas commencer à voir les choses différemment. Tu vas commencer à croire que ce qui est possible pour eux est peut-être possible pour toi aussi. J'ai un étudiant qui m'a raconté comment sa vie avait changé quand il avait rejoint un groupe d'entrepreneurs. Avant, il était entouré de collègues qui se plaignaient constamment de leur salaire, de leur patron, de l'économie. Et lui faisait pareil, pas parce que c'était sa nature profonde, mais parce que c'était la norme dans son environnement. Quand il a commencé à fréquenter des entrepreneurs, il a été exposé à une façon de penser complètement différente. Des gens qui voyaient des problèmes comme des opportunités, des gens qui parlaient de leurs projets avec enthousiasme, des gens qui investissaient dans leur développement. Et progressivement, il a commencé à changer. Pas en une semaine, mais sur plusieurs mois, sa façon de penser s'est transformée. Et avec elle, ses actions et ses résultats. Maintenant, je ne dis pas de couper les ponts avec tout le monde autour de toi. Je ne dis pas de rejeter tes amis ou ta famille. Ce que je dis, c'est d'être conscient de l'influence de ton entourage et de chercher activement à t'entourer de personnes qui t'élèvent, qui t'inspirent, qui te poussent à devenir meilleur. Cela peut passer par des groupes professionnels, par des communautés en ligne, par des mentors, par des livres et des conférences des personnes que tu admires. L'accès aux meilleurs esprits du monde n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui.
Et c'est une opportunité extraordinaire que peu de gens exploitent pleinement. Parlons maintenant d'un concept que j'appelle le principe de la valeur ajoutée, et c'est peut-être le principe le plus directement lié à ta capacité à augmenter tes revenus. Voici une vérité simple mais puissante. Tu gagneras toujours proportionnellement à la valeur que tu apportes au marché. Si tu veux gagner plus, tu dois apporter plus de valeur. C'est aussi simple que ça, et aussi exigeant que ça. La question à se poser n'est pas comment est-ce que je peux gagner plus, mais comment est-ce que je peux apporter plus de valeur. Ces deux questions semblent similaires, mais elles orientent l'énergie dans des directions complètement différentes. La première te met dans une position de demandeur. La seconde te met dans une position de créateur. Quand tu te concentres sur la valeur que tu peux apporter, quelque chose d'intéressant se produit. Tu commences à penser en termes de solutions plutôt que de problèmes. Tu commences à chercher des façons d'améliorer ce que tu fais, de mieux servir les personnes avec qui tu travailles, de développer des compétences qui te rendent plus précieux, et le marché récompense la valeur. Toujours, pas toujours immédiatement, pas toujours de la façon que tu attends. Mais sur le long terme, ceux qui apportent le plus de valeur sont ceux qui sont le mieux récompensés. J'ai travaillé avec un vendeur qui gagnait un salaire moyen dans son secteur. Il m'a demandé comment étaient ses revenus. Je lui ai posé une seule question. Qu'est-ce que tu fais pour tes clients que tes concurrents ne font pas? Il a réfléchi un long moment. Et il a réalisé qu'il ne faisait pas grand-chose de différent. Il suivait le même processus que tout le monde. Ensemble, nous avons travaillé à identifier ce qu'il pouvait faire pour vraiment se distinguer, pour apporter une valeur que ses concurrents n'apportaient pas. En 6 mois, il avait doublé ses ventes. Pas parce qu'il travaillait 2 fois plus dur, mais parce qu'il apportait une valeur que les clients reconnaissaient et pour laquelle ils étaient prêts à payer davantage. C'est le principe de la valeur ajoutée en action. Et ce principe s'applique à tous les domaines. Que tu sois employé ou entrepreneur, que tu travailles dans les services ou dans la production. La question est toujours la même. Quelle valeur unique est-ce que j'apporte? Et comment est-ce que je peux l'augmenter? Voici maintenant quelque chose que j'observe régulièrement et qui me préoccupe profondément. La mentalité de victime. La mentalité de victime, c'est la tendance à attribuer ses résultats aux circonstances extérieures plutôt qu'à ses propres actions et décisions. C'est de dire « je n'ai pas réussi à cause de l'économie, à cause de mon patron, à cause de ma famille, à cause de la société ». Et je veux être clair sur quelque chose. Je ne nie pas que les circonstances extérieures existent. Je ne nie pas que certaines personnes partent avec des avantages que d'autres n'ont pas. Ce serait naïf et irresponsable de ma part. Mais ce que j'observe, c'est que la mentalité de victime, même quand elle est partiellement justifiée par les circonstances, est une prison. Parce qu'elle te place dans une position où tu n'as aucun pouvoir sur ta situation. Si tout ce qui t'arrive est la faute des autres, alors tu ne peux rien changer. Tu es à la merci des autres. En revanche, quand tu adoptes ce que j'appelle la mentalité de responsabilité totale, quelque chose de puissant se produit. Tu reprends le contrôle. Tu dis, peu importe les circonstances, je suis responsable de ma réponse. Je suis responsable de ce que je fais de ma situation. Cette mentalité ne nie pas les obstacles. Elle les reconnaît et les dépasse. J'ai grandi dans une famille modeste. Je n'avais pas les avantages que certains avaient. J'ai travaillé des emplois difficiles pendant des années. Et pendant longtemps, j'aurais pu me dire que ma situation était la faute des circonstances, et j'aurais eu des arguments. Mais le jour où j'ai décidé que ma vie était ma responsabilité, tout a commencé à changer. Pas du jour au lendemain, mais progressivement, chaque décision que je prenais était orientée par cette conviction. Je peux changer ma situation, et c'est moi qui dois le faire. Cette conviction est, selon moi, la fondation de toute réussite financière et personnelle. Maintenant, j'aimerais te parler d'un sujet qui est souvent négligé dans les discussions sur la richesse, la patience. Nous vivons dans une culture de l'instantané. Nous voulons des résultats maintenant, nous voulons la gratification immédiate. Et cette culture de l'instantané est, à bien des égards, l'ennemi de la richesse, parce que la vraie richesse se construit lentement. Elle se construit par accumulation, par cohérence, par patience. J'ai un principe que j'appelle la règle des 10 ans. Pour devenir vraiment excellent dans n'importe quel domaine, il faut en moyenne 10 ans de pratique délibérée. Pour construire une vraie richesse, il faut en général plusieurs années, souvent une décennie ou plus, et beaucoup de gens abandonnent avant d'avoir atteint le point de bascule. Ils commencent avec enthousiasme, ils mettent en place de bonnes habitudes, ils investissent. Et puis,
Après quelques mois ou quelques années, ils ne voient pas encore les résultats spectaculaires qu'ils espéraient, et ils abandonnent. Ce que ces personnes ne réalisent pas, c'est qu'ils étaient peut-être à quelques pas du point de bascule, le moment où les intérêts composés commencent à produire des effets visibles, le moment où les compétences accumulées commencent à générer des opportunités significatives. Il y a une analogie que j'aime utiliser, celle du bambou chinois. Quand tu plantes une graine de bambou, tu l'arroses, tu la nourris, et pendant 4 ans, il ne se passe rien de visible. Rien. Puis, au cours de la 5e année, le bambou pousse de 25 mètres en 6 semaines. Est-ce que le bambou a poussé en 6 semaines? Non. Il a passé 4 ans à développer un système racinaire suffisamment solide pour supporter cette croissance explosive. C'est exactement comme ça que fonctionne la construction de la richesse. Pendant longtemps, les résultats semblent invisibles. Mais en dessous de la surface, quelque chose se construit. Des compétences, des connexions, du capital, des habitudes. Et un jour, souvent de façon qui semble soudaine aux yeux des autres, tout s'accélère. La patience n'est pas passive. La patience, c'est continuer à agir avec cohérence, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. C'est l'une des qualités les plus difficiles à développer, et l'une des plus précieuses. Permettons-nous maintenant de parler d'un aspect de la mentalité millionnaire, qui est souvent mal compris. La générosité. Il y a une idée reçue selon laquelle les riches sont avares, qu'ils accumulent pour eux-mêmes sans se soucier des autres. Et bien sûr, il existe des exemples qui correspondent à cette image. Mais ce n'est pas ce que j'observe chez les millionnaires et les milliardaires les plus prospères et les plus épanouis que j'ai rencontrés. Ce que j'observe, c'est une générosité profonde. Pas nécessairement de la façon que tu imagines peut-être. Pas toujours en faisant des dons à des œuvres caritatives, même si beaucoup le font, mais en créant de la valeur pour les autres, en créant des emplois, en partageant des connaissances, en mentorant des personnes plus jeunes. Et voici quelque chose d'intéressant que j'ai observé. Les personnes qui donnent librement ont tendance à recevoir davantage. Ce n'est pas une loi mystique, c'est une loi sociale et économique. Quand tu donnes de la valeur sans attendre immédiatement quelque chose en retour, tu construis une réputation, tu construis des relations, tu crées un capital social qui tôt ou tard se convertit en capital financier. J'ai un ami entrepreneur qui a passé des années à partager ses connaissances gratuitement. Il donnait des conférences, il écrivait des articles, il aidait les gens dans son réseau sans jamais demander quoi que ce soit en échange. Et aujourd'hui, son entreprise est florissante. Pas malgré sa générosité, en grande partie grâce à elle. Parce que les gens qui avaient reçu de lui voulaient lui rendre l'appareil. Il lui envoyait des clients, il lui proposait des partenariats, il l'incluait dans des opportunités auxquelles il n'aurait pas eu accès autrement. La générosité est un investissement. Pas toujours avec un retour prévisible ou immédiat, mais avec un retour réel sur le long terme. Voici maintenant quelque chose que j'appelle le paradoxe du confort. Le confort est l'ennemi de la croissance. Et pourtant, nous cherchons tous naturellement le confort. C'est biologiquement programmé en nous. Notre cerveau préfère les situations connues, même imparfaites, aux situations inconnues, même potentiellement meilleures. C'est ce que les psychologues appellent le biais du statu quo. Nous avons tendance à préférer l'état actuel des choses, même quand nous savons intellectuellement qu'un changement nous serait bénéfique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tant de gens restent dans des situations financières insatisfaisantes. Non pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils pourraient faire mieux, mais parce que le changement est inconfortable. Ils demandent de sortir de ce qui est connu. Ils demandent de prendre des risques. Ils demandent d'affronter la possibilité de l'échec. Les millionnaires ne sont pas insensibles à l'inconfort. Ils le ressentent autant que tout le monde. Mais ils ont développé la capacité de tolérer l'inconfort, de le traverser, parce qu'ils savent que c'est de l'autre côté de l'inconfort que se trouvent les résultats qu'ils cherchent. Il y a une phrase que j'utilise souvent. Tout ce que tu veux est de l'autre côté de la peur. La peur de te lancer, la peur de changer de carrière, la peur de parler de ton projet, la peur de parler de ton projet, la peur de ton projet. Ces peurs sont réelles, mais elles sont aussi surmontables. Et voici comment je suggère de les surmonter. Pas en essayant de ne plus avoir peur, mais en agissant malgré la peur, en te disant « j'ai peur et je le fais quand même ». Parce que chaque fois que tu agis malgré la peur, tu envoies un signal à ton cerveau. Tu lui dis « cette chose que je craignais n'était pas aussi dangereuse que je le pensais ». Et progressivement, la peur diminue. Et ta confiance en toi augmente.
La confiance en soi n'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. C'est quelque chose que tu construis, action après action, en faisant des choses difficiles et en survivant à l'inconfort qu'elles génèrent. Parlons maintenant d'un aspect pratique de la gestion de l'argent que je considère comme absolument essentiel. La distinction entre les dépenses de style de vie et les investissements. Une dépense de style de vie, c'est quelque chose que tu achètes pour ta satisfaction immédiate. Une voiture, des vêtements, des vacances, des restaurants. Ces choses ont de la valeur dans ta vie. Je ne dis pas de ne jamais les faire, mais elles consomment du capital sans en créer. Un investissement, c'est quelque chose qui va générer de la valeur dans le futur. Une formation, un outil qui améliore ta productivité. Une action, un bien immobilier, une participation dans une entreprise. La règle que j'enseigne est simple. Avant d'augmenter tes dépenses de style de vie, augmente d'abord tes investissements. Utilise l'argent supplémentaire pour créer des actifs qui génèrent des revenus et utilise ensuite ces revenus pour améliorer ton style de vie. C'est l'inverse de ce que font la majorité des gens. Quand leurs revenus augmentent, ils augmentent immédiatement leurs dépenses. Une meilleure voiture, un plus grand appartement, des vacances plus chères. Et à la fin, ils se retrouvent avec plus de revenus, mais pas plus de richesse. Parce que tout ce qui entre sort aussi vite. Les millionnaires font l'inverse. Ils maintiennent un style de vie raisonnable, même quand leurs revenus augmentent. Ils investissent la différence. Et progressivement, leurs actifs croissent jusqu'au point où les revenus générés par ces actifs dépassent leurs dépenses de vie. C'est la définition de l'indépendance financière. Ce n'est pas un chemin rapide, mais c'est un chemin qui mène quelque part. Voici maintenant un concept que j'appelle la pensée à long terme, et qui est peut-être l'une des distinctions les plus importantes entre la mentalité millionnaire et la mentalité ordinaire. Les décisions financières les plus importantes de ta vie sont des décisions à long terme. Où tu investis ton argent, où tu investis ton temps, quelles compétences tu développes, quelles relations tu cultives. Et pourtant, nous avons naturellement tendance à prendre des décisions à court terme, à optimiser pour le présent plutôt que pour l'avenir, à choisir la gratification immédiate plutôt que la récompense différée. C'est ce que les économistes comportementaux appellent le biais de préférence temporelle. Nous préférons 1 € aujourd'hui à 2 € dans un an. Et cette préférence, poussée à l'extrême, nous pousse à faire des choix qui nous coûtent cher sur le long terme. Les millionnaires pensent différemment. Ils se posent constamment la question, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quelle décision d'aujourd'hui serais-je content d'avoir prise? Et ils laissent cette question guider leur choix. Ce n'est pas qu'ils ignorent le présent, c'est qu'ils équilibrent le présent et l'avenir d'une façon que la plupart des gens ne font pas. Il y a une expérience psychologique célèbre appelée le test du marshmallow, réalisé par Walter Mischel dans les années 1960. Des enfants de 4 ans étaient placés devant un marshmallow. On leur disait que s'ils attendaient 15 minutes, sans le manger, ils en recevraient un deuxième. Certains attendaient. D'autres croquaient immédiatement. Ce qui est fascinant, c'est que les enfants qui avaient attendu avaient, des décennies plus tard, de meilleurs résultats académiques, de meilleures relations, de meilleurs revenus. La capacité à différer la gratification, mesurée à 4 ans, prédisait des résultats de vie bien meilleurs. Maintenant, je ne veux pas que tu te sentes condamné si tu as tendance à vouloir la gratification immédiate. Cette capacité peut se développer, elle n'est pas figée. Et elle se développe précisément en prenant des décisions conscientes de différer la récompense. Encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Abordons maintenant un sujet que j'aime particulièrement, la puissance des décisions. Ta vie aujourd'hui est le résultat de toutes les décisions que tu as prises jusqu'ici. Pas de la chance, pas du destin, de tes décisions. Et ta vie dans 10 ans sera le résultat de toutes les décisions que tu prendras d'ici là. C'est une pensée à la fois libératrice et responsabilisante. Libératrice parce qu'elle te dit que tu as le pouvoir de changer ta trajectoire. Responsabilisante parce qu'elle te dit que tu ne peux pas blâmer les autres pour où tu en es. Les décisions les plus importantes ne sont souvent pas les grandes décisions spectaculaires. Ce sont les petites décisions quotidiennes, répétées. La décision de lire plutôt que de regarder la télévision. La décision d'épargner plutôt que de dépenser. La décision de travailler sur ton projet plutôt que de procrastiner. La décision de demander de l'aide plutôt que de continuer à faire fausse route seul. Ces petites décisions semblent insignifiantes dans l'instant, mais elles s'accumulent. Elles créent des habitudes, et les habitudes créent des résultats. J'ai une pratique que je commande à tous mes étudiants.
Chaque soir, avant de dormir, pose-toi cette question: est-ce que les décisions que j'ai prises aujourd'hui m'ont rapproché ou éloigné de mes objectifs? Pas pour te juger, mais pour maintenir la conscience de la direction dans laquelle tu vas. Parce que beaucoup de gens vivent leur vie en mode automatique. Ils prennent des décisions par habitude, par réflexe, sans vraiment y réfléchir. Et ils se retrouvent, des années plus tard, dans une situation qu'ils n'avaient pas choisie consciemment. La conscience est le premier pas vers le changement. Et cette simple question du soir peut faire une différence significative dans ta trajectoire. Voici maintenant quelque chose que j'appelle le principe de la spécialisation. Dans l'économie moderne, les personnes qui gagnent le plus sont celles qui sont extrêmement compétentes dans un domaine spécifique, à forte valeur. Pas celles qui savent un peu de tout, mais celles qui sont vraiment excellentes dans quelque chose que le marché valorise. C'est contre-intuitif pour beaucoup de gens. On nous enseigne souvent qu'il faut être polyvalent, flexible, capable de tout faire. Et il y a une part de vérité là-dedans. Mais la vraie richesse vient généralement de la maîtrise profonde d'une compétence ou d'un domaine. Pense aux personnes les mieux payées dans n'importe quel secteur. Ce sont rarement les généralistes, ce sont les spécialistes. Le chirurgien cardiaque, l'avocat fiscaliste, le consultant en stratégie, l'expert en intelligence artificielle. Ces personnes ont investi des années à développer une expertise pointue. Et le marché les récompense en conséquence. Alors voici une question à te poser. Dans quel domaine est-ce que tu peux développer une expertise qui soit à la fois alignée avec tes talents naturels et valorisée par le marché? Ce n'est pas une question à répondre en 5 minutes, mais c'est une question fondamentale pour orienter ton développement. Et une fois que tu as identifié ce domaine, investis-y massivement. Lis tout ce que tu peux. Trouve des mentors. Pratique délibérément. Cherche des feedbacks. Deviens la meilleure version possible de toi-même dans ce domaine. C'est ainsi que tu construis un avantage concurrentiel durable. Un avantage que personne ne peut te prendre. Parlons maintenant d'un sujet qui me tient à cœur et que j'aborde rarement dans mes conférences publiques, mais que je considère comme essentiel, la santé comme fondation de la richesse. Il y a une vérité que j'ai apprise à mes dépens: sans santé, tout le reste perd de sa valeur. L'argent que tu accumules, les succès que tu obtiens, tout cela n'a de sens que si tu as l'énergie et la vitalité pour en profiter. Et voici quelque chose d'intéressant que j'ai observé chez les millionnaires les plus épanouis. Ils traitent leur corps comme un actif. Ils investissent dans leur santé avec la même rigueur qu'ils investissent dans leurs finances. Ils dorment suffisamment. Ils font de l'exercice régulièrement. Ils font attention à ce qu'ils mangent. Pas de façon obsessionnelle, mais avec la conscience que leur corps est l'instrument à travers lequel ils accomplissent tout le reste. L'énergie est peut-être la ressource la plus précieuse d'un entrepreneur national ambitieux. Pas le temps, pas l'argent. L'énergie. Parce qu'avec de l'énergie, tu peux créer du temps et de l'argent. Mais sans énergie, même le temps et l'argent que tu as ne te servent pas à grand-chose. Alors si tu veux performer au plus haut niveau, si tu veux avoir la clarté mentale nécessaire pour prendre de bonnes décisions financières, si tu veux avoir l'endurance pour poursuivre tes objectifs sur le long terme, prends soin de ton corps. C'est un investissement qui rapporte des dividendes dans absolument tous les domaines de ta vie. Abordons maintenant quelque chose que j'appelle la loi de l'attraction de la richesse. Et attention, je ne parle pas de quelque chose de mystique ou d'ésotérique. Je parle d'une réalité psychologique et sociale très concrète. Les gens qui pensent, parlent et agissent comme des personnes prospères attirent naturellement des opportunités, des ressources et des connexions qui correspondent à cette vision d'eux-mêmes. Voici comment cela fonctionne concrètement. Quand tu te vois comme quelqu'un qui réussit financièrement, tu prends des décisions différentes. Tu te présentes différemment. Tu poses des questions différentes. Tu cherches des solutions là où d'autres voient des impasses. Et ces comportements créent des résultats différents. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. C'est le principe de l'identité qui précède le comportement. Beaucoup de gens pensent: quand j'aurai réussi, je me comporterai comme quelqu'un qui réussit. Mais c'est l'inverse qui fonctionne. Tu dois d'abord adopter l'identité, les pensées, les comportements d'une personne prospère. Et ensuite, les résultats suivront. Cela ne veut pas dire de faire semblant d'être riche quand tu ne l'es pas. Cela ne veut pas dire de dépenser de l'argent que tu n'as pas pour paraître prospère. C'est exactement le contraire de ça. Ça veut dire adopter les habitudes mentales, les valeurs, les priorités et les comportements des personnes prospères. Même quand les résultats ne sont pas encore là, voici maintenant quelque chose sur lequel je veux insister particulièrement.
La différence entre le prix et la valeur, la plupart des gens pensent en termes de prix. Combien ça coûte? Est-ce que c'est cher? Est-ce que je peux me le permettre? Les millionnaires pensent en termes de valeur. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Quel est le retour sur investissement? Est-ce que la valeur créée justifie le coût? C'est une distinction qui semble subtile, mais qui change tout. Prenons un exemple simple. Une formation qui coûte 2000 euros. Pour quelqu'un qui pense en termes de prix, c'est cher. 2000 euros, c'est beaucoup d'argent. Pour quelqu'un qui pense en termes de valeur, la question est différente. Est-ce que cette formation va me permettre d'augmenter mes revenus de plus de 2000 euros? Si oui, c'est un bon investissement. Peu importe le prix. Cette façon de penser s'applique à tout. Aux formations, aux outils, aux collaborateurs, aux conseillers, aux investissements, et elle s'applique aussi à l'inverse. Quelque chose qui est gratuit peut en réalité avoir un coût énorme si ça te fait perdre du temps, de l'énergie ou des opportunités. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu aies, et beaucoup de gens gaspillent du temps à essayer d'économiser de l'argent. Ils passent des heures à comparer des prix pour économiser quelques euros, alors que ce temps pourrait être utilisé pour créer de la valeur, pour apprendre, pour développer des projets. Je ne dis pas de ne jamais faire attention au prix. Je dis d'être conscient du coût de ton temps et de t'assurer que tu l'utilises pour des activités à haute valeur ajoutée. Voici maintenant un principe que j'appelle la règle du 90 jours. Chaque grand changement dans ta vie commence par une décision. Et cette décision doit être suivie d'actions cohérentes pendant au moins 90 jours pour créer une nouvelle habitude. 90 jours, c'est le temps minimum pour qu'un nouveau comportement devienne automatique. Pour que ton cerveau recâble ses circuits et intègre la nouvelle habitude comme une façon normale de fonctionner. Et voici ce qui se passe souvent. Les gens commencent avec enthousiasme. Les 2 premières semaines, ils sont motivés. Ils suivent leur plan. Ils font les choses qu'ils ont décidé de faire. Et puis, vers la 3e ou 4e semaine, l'enthousiasme initial retombe. La nouveauté s'estompe. Et les anciennes habitudes reprennent le dessus. C'est le moment critique, le moment où la plupart des gens abandonnent, et aussi le moment où ceux qui persistent commencent à créer une vraie différence. Si tu peux tenir 90 jours avec cohérence, le comportement devient beaucoup plus facile. Il devient presque automatique, et à ce stade, tu as créé une nouvelle habitude qui va continuer à produire des résultats pour toi longtemps après que tu auras arrêté d'y penser consciemment. Alors si tu veux mettre en place une nouvelle habitude financière, que ce soit épargner régulièrement, investir chaque mois, lire sur les finances personnelles ou tout autre comportement positif, engage-toi pour 90 jours. Pas pour toujours, juste 90 jours. Et vois ce qui se passe. J'aimerais maintenant te parler d'un concept que j'appelle la multiplication des revenus. Il existe essentiellement 3 façons d'augmenter tes revenus. La première, c'est de travailler plus. La deuxième, c'est de travailler mieux, c'est-à-dire d'augmenter ta productivité et ta valeur. La troisième, c'est de créer plusieurs sources de revenus. Les 2 premières sont importantes, mais c'est la troisième qui est souvent la plus transformatrice. Avoir plusieurs sources de revenus, c'est à la fois une stratégie de sécurité et une stratégie de croissance. C'est une stratégie de sécurité parce que si l'une de tes sources de revenus disparaît, tu n'es pas ruiné. Tu as d'autres sources sur lesquelles t'appuyer. Et c'est une stratégie de croissance parce que chaque nouvelle source de revenus s'ajoute aux autres et accélère l'accumulation de capital. La plupart des millionnaires que j'ai étudiés ont plusieurs sources de revenus, rarement une seule. Souvent 3, 4, 5 ou plus. Ces sources peuvent prendre des formes très différentes. Un emploi principal et des investissements en bourse. Une activité principale et un bien immobilier en location. Une entreprise principale et des revenus de consulting. Les combinaisons sont infinies. Et l'important n'est pas de tout faire en même temps. L'important est de construire progressivement. De commencer avec ta source principale et d'y ajouter une deuxième, puis une troisième au fil du temps. Voici un conseil pratique. Commence par identifier quelle deuxième source de revenus serait la plus alignée avec tes compétences actuelles et la moins consommatrice de ton temps. Quelque chose que tu pourrais construire progressivement sans compromettre ta source principale, et commence petit. Pas besoin que cette deuxième source génère immédiatement des milliers d'euros. Même quelques centaines d'euros supplémentaires par mois, investis régulièrement, peuvent faire une différence significative sur le long terme. Voici maintenant quelque chose que j'appelle le principe de la clarté financière.
Beaucoup de gens n'ont pas une image claire de leur situation financière. Ils savent vaguement combien ils gagnent. Ils ont une idée approximative de ce qu'ils dépensent, mais ils n'ont pas une vision précise de leurs actifs, de leurs passifs, de leurs flux, de trésorerie. Et sans cette clarté, il est très difficile de prendre de bonnes décisions financières. Les millionnaires, eux, connaissent leurs chiffres. Ils savent exactement combien ils gagnent, combien ils dépensent, combien ils épargnent, combien leurs investissements leur rapportent. Ils ont une vision claire de leur bilan financier. Cette clarté leur permet de prendre des décisions informées, de voir où ils peuvent optimiser, d'identifier les fuites dans leur budget et de mesurer leur progression vers leurs objectifs. Voici un exercice simple mais puissant que je recommande. Prends 1 heure cette semaine pour faire le bilan complet de ta situation financière. Note tous tes actifs, tout ce que tu possèdes et qui a de la valeur. Note tous tes passifs, tout ce que tu dois. Calcule ta valeur nette, la différence entre les deux. Puis note tous tes revenus mensuels et toutes tes dépenses mensuelles. Vois où va ton argent. Identifie les dépenses qui ne correspondent pas à tes valeurs ou à tes priorités. Et identifie les opportunités d'épargner et d'investir davantage. Cet exercice peut être inconfortable. Beaucoup de gens évitent de regarder leurs finances en face parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont trouver. Mais la clarté, même inconfortable, est toujours préférable à l'ignorance. Parce que tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Permettons-nous maintenant d'aborder un sujet qui est au cœur de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. La vision. Les millionnaires ont une vision claire de ce qu'ils veulent créer, pas seulement en termes financiers, mais en termes de vie. Ils savent quel genre de vie ils veulent vivre, quel genre de personne ils veulent être, quel impact ils veulent avoir. Et cette vision est leur boussole. Elle guide leurs décisions quotidiennes. Elle les aide à rester concentrés sur ce qui compte vraiment quand les distractions et les défis se présentent. La vision, c'est différent d'un objectif. Un objectif, c'est quelque chose de spécifique et de mesurable. Une vision, c'est plus large. C'est une image de qui tu veux être et de ce que tu veux créer. Et quand ta vision est claire et puissante, elle crée une énergie, une motivation intrinsèque qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te motive. Tu es motivé de l'intérieur parce que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est ce que Viktor Frankl, le psychiatre et survivant de l'Holocauste, a observé dans les camps de concentration. Les personnes qui survivaient le mieux étaient celles qui avaient un sens, un pourquoi à leur survie. Celles qui avaient quelque chose pour lequel vivre. Et dans un contexte beaucoup moins dramatique, mais tout aussi réel, les personnes qui réussissent le mieux financièrement sont souvent celles qui ont un pourquoi fort. Pas seulement je veux être riche, mais je veux être riche pour avoir la liberté de passer du temps avec ma famille, pour pouvoir financer des projets qui me tiennent à cœur, pour ne jamais avoir à dire non à une opportunité par manque d'argent. Ton pourquoi doit être émotionnellement puissant, il doit te toucher profondément, parce que c'est lui qui te tiendra en route quand les choses seront difficiles. Voici maintenant quelque chose que j'appelle la loi de la réciprocité dans les affaires. Dans toute relation d'affaires, il y a un principe fondamental qui s'applique. Les meilleures relations sont celles où les deux parties reçoivent plus de valeur qu'elles n'en donnent. Ce n'est pas une contradiction. C'est une description de ce que j'appelle les transactions à somme positive. Quand tu offres à tes clients plus de valeur qu'ils ne s'y attendent, ils reviennent, ils te recommandent, ils deviennent des ambassadeurs de ton travail, et ta réputation s'améliore. Quand tu traites tes collaborateurs avec respect et générosité, ils s'investissent davantage. Ils sont plus créatifs, ils restent plus longtemps, et la qualité de ton travail collectif augmente. Quand tu construis des relations basées sur la valeur mutuelle plutôt que sur l'exploitation, tu crées un réseau solide qui peut t'aider dans les moments difficiles et amplifier tes succès dans les moments favorables. Les millionnaires comprennent intuitivement cette loi. Ils ne cherchent pas à extraire le maximum de chaque transaction. Ils cherchent à créer des relations durables basées sur la valeur mutuelle. Et ces relations sont l'un de leurs actifs les plus précieux. Approchons maintenant de la conclusion de notre conversation d'aujourd'hui. Et je veux terminer par quelque chose qui est, selon moi, la vérité la plus importante sur la richesse. La richesse n'est pas une destination, c'est un voyage. C'est un processus de croissance continue. Et le vrai prix de la richesse n'est pas l'effort physique ou les sacrifices que tu dois faire. C'est la transformation intérieure qu'elle exige. Pour devenir riche, tu dois devenir une meilleure version de toi-même. Plus discipliné, plus patient, plus généreux, plus conscient, plus courageux. Et c'est pourquoi la richesse est, en fin de compte,
un chemin de développement personnel. Les personnes qui accumulent de la richesse de façon durable ne sont pas seulement riches financièrement. Elles ont généralement développé des qualités humaines remarquables. J'ai passé des décennies à étudier la réussite, à observer des milliers de personnes qui ont transformé leur vie. Et voici ce que j'ai conclu. Ce que tu deviens dans la poursuite de tes objectifs est plus important que ce que tu obtiens. Parce que les circonstances peuvent changer, les marchés peuvent s'effondrer, les entreprises peuvent échouer, les investissements peuvent mal tourner. Mais ce que tu es, les habitudes que tu as développées, la façon dont tu penses, les valeurs que tu incarnes, personne ne peut te les prendre. Et c'est pourquoi le vrai travail est intérieur, avant d'être un travail sur les marchés financiers, sur les stratégies d'investissement, sur les techniques de vente. C'est un travail sur toi-même, sur tes croyances, sur tes habitudes, sur ta façon de penser. Alors voici ce que je veux te laisser aujourd'hui. Pas une liste de choses à faire, pas une formule magique, mais une invitation à examiner honnêtement tes croyances sur l'argent et à identifier celles qui te limitent. Une invitation à définir, avec clarté, ce que tu veux vraiment créer dans ta vie financière et pourquoi. Une invitation à identifier les habitudes qui te rapprochent de tes objectifs et à les renforcer. Une invitation à identifier les habitudes qui t'en éloignent et à les changer progressivement. Une invitation à t'entourer de personnes qui t'élèvent et t'inspirent. Une invitation à commencer, même petit, même parfaitement, mais à commencer. Parce que voici la vérité, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les ressources. Tu n'as pas besoin d'être prêt à 100%. Tu as besoin de faire un premier pas. Et puis un autre. Et puis un autre. La richesse se construit pas à pas, décision après décision, habitude après habitude, jour après jour. Il n'y a pas de raccourci, mais il y a un chemin. Et ce chemin commence là où tu es, maintenant, avec ce que tu as. J'ai commencé sans rien, sans diplôme, sans argent, sans réseau, avec rien d'autre que la décision de ne pas accepter que ma situation actuelle soit ma situation permanente. Et cette décision a tout changé. Tu as cette même capacité, cette même possibilité. Peut-être que tu ne le vois pas encore clairement. Peut-être que tu as des doutes. C'est normal. Les doutes font partie du voyage. Mais si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi croit en la possibilité d'une vie différente. Écoute cette voix. Fais-lui confiance. Et commence. Parce que ta vie financière, comme toute ta vie, est une œuvre en cours. Et tu en es le seul auteur. Merci d'avoir passé cette heure avec moi aujourd'hui. C'était un privilège de partager ces réflexions avec toi. Et je te souhaite, sincèrement, tout le succès que tu mérites.